Cette vidéo unique vous permettra de maîtriser l'analyse technique de A à Z. À la fin de cette vidéo, vous allez maîtriser tous les éléments, tous les outils nécessaires pour faire l'analyse technique de façon efficace. Je vous demande de suivre cette vidéo sérieusement du début à la fin pour ne manquer aucun détail. Merci à tous ceux qui vont prendre 2 secondes pour liker la vidéo, la partager massivement, surtout s'abonner et nous rejoindre sur Telegram. Et sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Voici comment notre vidéo sera structurée. À chaque fois, nous allons voir les éléments importants de l'analyse technique et nous allons voir les outils nécessaires pour pouvoir appliquer ces éléments, pour pouvoir maîtriser ces éléments-là. Vous voyez? Et ça, on va les voir sur les graphiques. Donc, on prend le contexte de marché. Voici les outils, les éléments pour pouvoir, quelques outils pour pouvoir maîtriser, analyser efficacement le contexte de marché. Et surtout, on va voir l'utilisation efficace de ces outils-là. Pareil pour les zones d'intervention. Voilà, donc dans un premier temps, on va parler de contexte de marché, les outils pour les maîtriser, ainsi de suite. On va parler de zones d'intervention, c'est-à-dire les zones d'attaque, les outils pour pouvoir analyser efficacement les zones d'attaque. On va les voir sur les graphiques et comment utiliser efficacement ces zones d'attaque, comment utiliser efficacement les supports résistance, supply, demande, ligne de tendance. On va voir ensuite les confirmations, les outils pour pouvoir analyser efficacement les confirmations. On a les figures chartistes, on a les chandeliers. On va voir tout ça sur le graphique. On va voir aussi leur utilisation efficace. On va voir comment entrer en position. Les outils pour pouvoir entrer en position comme les retracements de Fibonacci, les supports résistance et supply demande. On va voir leur utilisation efficace. Ensuite, on va voir comment positionner efficacement le stop loss. On va voir tout ça, les outils qu'il faut pour ça. On va voir comment placer efficacement un take profit. Les outils pour ça. Vous voyez, on va voir comment gérer efficacement une position pour éviter le stress surtout. Vous voyez. Ensuite, on va voir le broker recommandé. Et à la fin, le plus important, on va voir comment combiner tout ça. Comment combiner tout ça pour pouvoir mettre en place une stratégie de trading qui marche. J'espère que c'est clair. Ok, on attaque maintenant avec le contexte de marché. Le contexte de marché, c'est la première chose que vous allez chercher à comprendre lorsque vous ouvrez les graphiques. Vous savez, c'est des synonymes. Le contexte de marché, vous pouvez le voir comme analyser la tendance. C'est-à-dire, où est-ce que le marché va? Quelle est la direction du marché aujourd'hui? Quel est le biais? Quelle est la tendance? C'est ça le contexte de marché. Parce que si on ne sait pas où le marché va, on ne saura pas ce qu'il faut faire. Donc, la première des choses qui nous permettra de savoir ce qu'il faut faire quand on ouvre les graphiques, c'est d'analyser le contexte de marché, d'analyser la tendance. Et les outils qu'on a pour ça, les outils universels qu'on a pour ça, ce sont la structure du marché, la ligne de tendance, les moyennes mobiles. Ce sont en général les outils que nous utilisons pour pouvoir analyser les marchés. Vous voyez, c'est très intéressant et on va voir dans les détails maintenant comment ça marche et comment utiliser ces outils-là efficacement. Voilà, le premier outil, on a dit que c'est la structure du marché. La structure du marché nous permet très facilement d'analyser le contexte en repérant les pics et les creux. Vous voyez, en observant les combinaisons de pics et de creux. Donc, lorsque sur les graphiques, on a des pics qui se forment de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut, on a un contexte de marché clair. On voit clairement que le marché est en train de monter. Donc, on va dire très simplement que nous avons une tendance haussière. Vous voyez? Lorsque c'est l'effet inverse, on a des pics et des creux de plus en plus bas, on va dire que nous avons un marché baissier. Donc, en général, vous allez voir qu'on a besoin de minimum 2 pics comme ça. Vous voyez? 2 pics et 2 creux pour pouvoir repérer un contexte de marché précis. Donc, lorsque nous avons ça comme ça, les choses sont claires et évidentes. On appelle ça, cette façon de voir les choses a été initiée par Dow. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de Dow. Donc, la théorie de Dow nous permet d'analyser efficacement la structure du marché. Je vous conseille de maîtriser cette théorie-là, de la comprendre. Et ça vous permettra franchement de faire des analyses de façon
efficace. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils, mais ce n'est pas pour rien que je vous parle de la théorie de Do en premier, parce que c'est l'outil, selon moi, le plus efficace pour pouvoir comprendre le mouvement du prix, pour pouvoir comprendre le contexte, savoir où le prix a beaucoup de chances d'aller. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas efficacement cette théorie de Do-là, et ça fait que beaucoup pensent qu'elle ne marche pas, elle n'est pas efficace. Vous voyez? Mais ici, je vais vous donner quelques éléments pour pouvoir comprendre la théorie de Do. Le premier élément, c'est de comprendre c'est de connaître la théorie déjà, c'est de savoir que lorsqu'on a un pic plus haut que le pic précédent et un creux plus haut que le creux précédent, on a une tendance haussière. OK. Maintenant, l'autre élément de la théorie qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que le prix vient casser le dernier pic, vous voyez, cette cassure du dernier pic nous informe que nous aurons beaucoup de chances que la tendance continue à aller. Vous voyez, que la tendance continue. Donc, ça veut dire que la cassure qu'on vient de voir, que je viens de tracer ici, l'information fondamentale qu'elle nous donne, c'est que on a beaucoup de chances que le prix continue la hausse. Au moins qu'il vienne tester ce high, ce niveau, ce pic qu'on a ici. C'est ça l'information vraiment fondamentale que vous devez retenir quand on parle de théorie de Do. C'est que chaque dernière cassure nous informe que le prix a beaucoup de chances de revenir tester le dernier pic. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que si le prix casse à nouveau le pic qu'on a ici, la cassure là, l'information qu'elle nous donne, c'est que le prix, lorsqu'il reviendra, il a beaucoup de chances de revenir tester ce pic-là. C'est très important de comprendre ça. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Parce que ça ne va pas continuer comme ça indéfiniment. Il y aura un moment où il ne va pas pouvoir casser le pic. Il y aura un moment où ça va s'arrêter. Et là, on aura un retournement. Vous voyez? Mais déjà, lorsque vous comprenez ça, c'est déjà un grand pas. Il faut que je précise quelque chose de très important. J'ai dit que lorsque nous avons une cassure comme ça, l'information qu'on a, c'est que lorsqu'il y aura correction, on a beaucoup de chances de venir tester ce niveau-là. Je n'ai pas dit qu'on a beaucoup de chances de venir casser ce niveau-là. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Donc, avec tout ce que je viens de dire, ce que vous devez retenir, c'est que là, il y a un mouvement qu'on peut prévoir de façon intéressante avec la théorie de Do. C'est ce mouvement-là. C'est-à-dire, c'est ce mouvement d'ici à ici. Vous voyez? Donc, ça veut dire que cette cassure-là nous informe que, OK, si le prix revient et qu'il réagit sur un niveau précédent, ce mouvement-là peut être prédit de façon simple, et même efficace quand on a les outils qu'il faut. C'est ça la théorie de Do. Vous voyez que si je veux aller en profondeur, vous voyez qu'il y a des choses, c'est simple, mais c'est efficace. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que l'élément important, l'un des éléments importants de la théorie de Do, c'est cette cassure, en fait. Donc, ça, c'est une cassure de continuation. Vous voyez? C'est une cassure de continuation. Donc, c'est une cassure qui annonce une continuation probable dans le sens du mouvement ou bien dans le sens de la cassure en question. C'est très important. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc, il suffit pas de se dire, OK, la théorie de Do, les pics et les creux de plus en plus haut, les pics et les creux de plus en plus bas. Non. Il faut comprendre quelles sont les informations que ces pics et ces creux nous permettent de pouvoir observer. Ou bien, qu'est-ce que ces pics et ces creux nous permettent de pouvoir anticiper. Vous voyez? Dans l'autre sens, lorsque nous avons un marché baissier, pour pouvoir identifier un marché baissier, il nous faut au moins 2 pics et 2 creux. Donc ici, on a déjà 2 pics et 2 creux. Donc là, on est clairement baissier. Vous voyez? Donc on a un pic qui est là, plus bas que le pic précédent, et on a un creux qui est plus bas que le creux précédent. OK. L'information maintenant que la théorie de Do nous enseigne ici, c'est que à chaque cassure de structure, on a une décision qui peut être prise. Donc ici, on est baissier, on a une impulsion baissière. Quel est le prochain mouvement probable? C'est une correction.
C'est ça le prochain mouvement probable. Lorsque le prix corrige sur un niveau, le prochain mouvement probable, ça devient d'ici à ici. Et ça, vous pouvez l'anticiper beaucoup plus facilement. Vous voyez, vous pouvez l'anticiper beaucoup plus facilement. Mais on ne peut pas anticiper la suite. Pourquoi c'est difficile d'anticiper la cassure qu'il y a ici? Ou bien la cassure qu'il y a, voilà, des pics et des creux là. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi je ne vous conseille pas d'anticiper que le prix va casser directement ce niveau-là? Parce que, en général, ce type d'analyse du contexte de marché, de la direction du prix, se fait sur des gros time frames. Ça se fait sur le H4 que je recommande, le daily, le weekly. Et sur des unités de temps pareilles, c'est compliqué pour le prix de casser des niveaux comme ça. Lorsque vous êtes en H4 ou en daily, le prix ne casse pas facilement les pics et les creux de ces unités de temps parce que ce sont des unités de temps extrêmement solides. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que on va essayer de chercher un mouvement à forte probabilité qui ne va pas trop nous stresser. Parce que si vous voulez anticiper cette cassure-là, ça sera vraiment, vraiment stressant. Mais croyez-moi, à l'intérieur ici, vous avez beaucoup de choses à faire. Ce mouvement-là n'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi petit. Ici, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, vous pouvez prendre beaucoup de pips. Parce que si vous avez une confirmation là, vous voyez, ça peut être vraiment très intéressant. Voilà, donc vous voyez, le même processus continue. On a une nouvelle cassure ici et qu'est-ce qu'elle nous annonce? Elle nous annonce que, voilà, on a beaucoup de chances de continuer encore la baisse. Donc, si le prix revient ici, beaucoup de chances qu'il revienne tester ça. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça s'arrête. Parce qu'à un moment donné, le prix va changer de direction. Il ne va pas être baissier éternellement ou haussier éternellement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, on vient de voir deux types de marchés. Marché haussier et marché baissier. On a vu les caractéristiques de chaque marché. On a vu également ce qu'il faut faire dans chaque situation. Maintenant que tout ça est clair, vous devez comprendre qu'il y a un dernier type de marché. C'est un marché en consolidation. Le marché en consolidation ou en range, c'est un marché où il ne se passe pas grand chose. C'est-à-dire que le prix ne monte pas, le prix ne descend pas. Le prix, il est quasiment au même endroit. Il fait ce qu'on appelle du surplace. Donc, on a le prix qui fait ça. Vous voyez? Voilà, il est quasiment au même endroit. Et c'est pas les pics et les creux à ce niveau sont quasiment horizontales. Vous voyez? Donc, on a un truc comme ça. Il peut y avoir des débordements, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ça, c'est un marché en range. Et souvent, vous allez voir que c'est facile de tracer, voilà, une ligne comme ça pour pouvoir encadrer, en fait, cette consolidation. Donc, vous allez voir qu'on a généralement un rectangle. Qu'est-ce qu'il faut faire dans des situations comme ça? Ce qu'il faut faire, c'est de laisser le marché se décider. C'est de laisser le marché commencer à être comme ça ou dans l'autre sens aussi, ou haussier. Parce que là, on n'est dans aucun sens. Laissez le prix prendre une décision. Donc, lorsque le prix casse là, il vous informe qu'il veut être baissier. Ou lorsque le prix casse ici, il vous informe qu'il veut être haussier. Vous voyez? Et remarquez ici qu'il y a encore un élément qui revient. C'est cassure. C'est le fait de casser. Ça montre à quel point que la cassure, cette notion de cassure est vraiment très importante dans le trading. Parce que à chaque fois, en général, à chaque fois, vous aurez besoin d'une cassure pour pouvoir prendre certaines décisions. Qu'il s'agisse d'analyser la direction, qu'il s'agisse de confirmation, qu'il s'agisse de d'autres choses. La cassure de structure est très importante. Vous voyez, dans ce type de cassure, lorsque le prix casse un niveau important comme ça, on appelle ça cassure de structure. Vous voyez? Donc ici, cette cassure-là, si vous avez bien compris tout ce qu'on vient de faire précédemment, c'est que cette cassure-là vous donne comme information simplement que, OK, le marché, il a décidé d'arrêter d'être en surplace. Il veut probablement continuer la baisse. Donc, s'il revient là, probablement, on peut avoir un mouvement de là à là. Vous voyez, on peut avoir un mouvement baissier ici. Et ensuite, s'il casse à nouveau, on peut avoir encore, lorsqu'il va corriger, un mouvement baissier de là à là. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a la cassure qui revient, qui revient, qui revient. J'espère que c'est clair.
Et là, j'espère que vous savez ce que vous devez faire lorsque nous sommes en consolidation. Vous devez tout simplement attendre et laisser le prix prendre une direction précise à travers la cassure d'un niveau important. Voilà. Donc, ça peut être soit ce niveau-là ou soit celui-là. J'espère que c'est clair. Cette vidéo sera longue, c'est très important parce que c'est une analyse de A à Z. Donc, ça veut dire qu'il y aura vraiment beaucoup de choses. Donc, chaque notion doit être expliquée pour être utilisée efficacement. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça là sur les graphiques. Il y a quelque chose de très intéressant qu'on a vu. Il y a un outil très intéressant qu'on a vu, qui est quoi? Qui est les lignes de tendance. On va l'expliquer en même temps avant, ok, de venir voir les graphiques. Les lignes de tendance sont très importantes. Les lignes de tendance sont très négligées aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous le dis et je vous le répète. Les lignes de tendance, ne les négligez jamais dans votre trading. Les lignes de tendance peuvent être très efficaces quand on sait les utiliser. Vous voyez? La ligne de tendance vous permet également de pouvoir suivre une tendance et de savoir aussi, au même titre que la théorie de dos, de pouvoir savoir si on est haussier, baissier ou si il y aura un retournement de tendance potentiel. Vous voyez? Donc ici, il y a quoi? Ici, on a un pic ici, on a un deuxième pic. Lorsqu'on a deux pics comme ça, c'est suffisant pour pouvoir tracer une ligne de tendance. Donc, pour tracer une ligne de tendance baissière, on aura besoin d'au minimum deux pics. Vous voyez? Et c'est évident. Pour tracer une droite, il faut au minimum deux points. C'est exactement la même chose. Donc ici, on a un point, on a un deuxième point. On va relier les deux points, on va les tracer. On va tracer. Et là, on a quoi? On a une ligne de tendance baissière. Quelle est l'information fondamentale que vous pouvez avoir ici? C'est que la ligne de tendance vous permet déjà d'avoir une pente du prix. OK? D'avoir une pente, c'est-à-dire, ça vous donne une idée des endroits potentiels où les pics vont se créer. On va voir ça beaucoup plus devant lorsqu'on va parler des zones d'attaque. Ça vous donne une idée de l'endroit où les prochains pics vont éventuellement se former. Vous voyez? Et aussi, ça vous donne vraiment une vision plus globale de comment le prix évolue dans la tendance. C'est très important, très intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les lignes de tendance. Vous voyez? Donc, dans un marché baissier, la ligne de tendance qui va nous intéresser, c'est la ligne de tendance baissière. Et la ligne de tendance baissière, elle ne se met pas par rapport à là, mais c'est par rapport à ceci, par rapport au pic. Vous voyez? Et dans un marché haussier, la ligne de tendance va se tracer par rapport à quoi? Par rapport au creux. Vous voyez? Par rapport au creux. Donc, ça sera quelque chose à peu près comme ça. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc, certains, des fois, ont du mal à analyser le prix avec la théorie de Dow. Certains ont du mal à analyser le prix avec la théorie de Dow, la structure du marché. Donc, ce que vous pouvez faire, vous, pour vous retrouver très, très rapidement, c'est de tracer une ligne de tendance, c'est de repérer des pics. Vous voyez, et de tracer une ligne de tendance. Et quand vous tracez une ligne de tendance, vous voyez immédiatement comment le prix évolue. Parce que regardez la ligne de tendance, elle est baissière, elle est dans un sens de baisse. Imaginez que vous marchez sur cette ligne de tendance-là, vous marchez ici, tout au long de la ligne. Vous voyez que vous descendez. Donc, ça veut dire clairement que vous avez ici un marché baissier. Vous voyez? Et ici, imaginez que vous montez sur cette ligne-là. Vous marchez sur la ligne, vous voyez que vous montez. C'est clair. Donc, ça veut dire que vous avez une ligne, vous avez une tendance haussière. Donc, les lignes de tendance peuvent être très intéressantes pour pouvoir analyser également la direction du prix. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de les associer ensemble. C'est la combinaison des deux outils à la fois. Vous voyez? Et là, ça rend les choses encore plus intéressantes. La dernière chose qui est très utilisée aussi, il y a beaucoup de personnes qui, moi y compris, qui ne l'utilisent pas, mais les professionnels l'utilisent également, ce sont les moyennes mobiles. Ce sont les moyennes mobiles qui sont également utilisées par les professionnels, bien sûr. Donc, la moyenne mobile, voilà, là, je viens d'appliquer une moyenne mobile ici. OK. Voilà, ça c'est la moyenne mobile 200. Avec les moyennes mobiles, comment ça marche tout simplement? C'est que lorsque le prix est au-dessus
de la moyenne mobile, on va dire que la tendance est haussière. Lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile, on va dire que la tendance est baissière, tout simplement. Mais on ne va pas trop détailler ça parce que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas en général. Donc, on va se concentrer sur les deux outils qu'on vient de voir. Maintenant, on va les voir rapidement sur les graphiques. OK? Voilà. Maintenant, ici, on va essayer de comprendre tout ce qu'on vient de voir. On va essayer de comprendre la théorie de dos ici. Comment ça marche vraiment dans la pratique. C'est vraiment très simple. La première des choses, c'est de repérer les pics et les creux. Ici, on a un pic ici. Vous voyez, on a un pic là. Un instant, je pense que je vais prendre ça. Ici, on a un pic là. Ici, on a un pic. Ici, on a un creux. Ici, on a un pic. Vous voyez, ici, on a un creux ici. Ici, on a un nouveau pic. Ici, on a un nouveau pic. Ici, on a un creux. Et regardez, juste en traçant les pics et les creux, je monte. Je commence à voir des pics de plus en plus hauts. Vous voyez, ici, on a un pic là. Ici, on a un creux. Donc, on va essayer maintenant de comprendre les informations qu'on pouvait décortiquer juste avec ces pics et ces creux, avec la théorie de dos et avec les lignes de tendance. Dans un premier temps, on peut constater que ici, le prix vient, il casse légèrement ce niveau-là. Donc, on n'a pas d'informations intéressantes ici. Il corrige, il casse ici. Et ça devient intéressant, cette cassure-là. C'est une cassure très importante parce qu'elle nous informe que le marché commence à prendre une direction donnée. Le prix corrige encore, il casse à nouveau. Maintenant, là, c'est intéressant parce que cette cassure nous informe déjà que le prix prend une certaine direction. Mais surtout, elle nous informe que si le prix corrige sur ce niveau-là, ok, il y aura un mouvement qu'on peut prévoir. C'est là que ça devient intéressant. Le prix continue, il casse à nouveau ici. Et là, il y a un niveau qu'on a ici, qu'on peut tracer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le prix revient ici, il y a un mouvement qu'on peut prévoir. Et ce mouvement qu'on peut prévoir là, il est là. Vous voyez? Donc, c'est d'ici à ici. Je vais le mettre comme ça. Changer de couleur. Le rouge. Voilà, donc on a un mouvement qu'on peut prévoir ici. Et là, ça s'arrête où? Ça s'arrête exactement ici. On ne va pas essayer d'abuser. On ne va pas abuser. On sait que dans cet espace-là, on peut faire beaucoup de choses. Le prix fait quoi? Le prix ne s'arrête pas là. Il continue, il corrige à nouveau, il vient sur un niveau important. Et là, n'oubliez pas, c'est que déjà cette cassure qu'on avait ici, cette cassure qu'on avait derrière ici, nous donnait aussi une information fondamentale. C'est que il y a ce mouvement. Maintenant, quand on continue, on casse à nouveau, on a encore une nouvelle information fondamentale. C'est que lorsque le prix reviendra sur ce niveau-là, à partir de ce niveau-là, on aura encore un mouvement prévisible. Et le mouvement prévisible, à nouveau, ça sera de là à là. Vous voyez, c'est comme ça, ainsi de suite. Vous voyez, on continue. Hein? Le prix casse encore ce niveau qu'il y a ici. Et quand il vient, il corrige. On a un mouvement prévisible. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'arrête. Vous voyez, il corrige, il ne vient pas trop loin. Il fait ça et il se retourne finalement. Vous voyez, c'est exactement comme ça. Vous pouvez analyser les marchés en utilisant étape par étape la structure, la théorie de dos, la compréhension des cassures, l'information que les cassures vous donnent. Vous voyez. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pouvait tracer une ligne de tendance pour pouvoir avoir une idée de comment le prix se comporte globalement, pour pouvoir avoir une idée de comment le prix évolue. Vous voyez. Donc ici, on avait deux creux qu'on pouvait lier. Vous voyez, le prix revient et réagit ici encore, ainsi de suite. On pouvait même tracer encore une autre ligne ici pour pouvoir voir comment le prix évolue. Vous voyez. Voilà, donc ça, c'est pas mauvais du tout. J'espère que c'est clair. Nous venons de voir le contexte de marché, on a compris comment ça marche. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier ici dans le contexte de marché, c'est l'utilisation efficace. L'utilisation efficace, c'est de comprendre qu'il y a ici la cassure qui est très importante et le mouvement prévisible qu'on peut avoir lorsqu'on a une cassure donnée. Vous voyez, lorsqu'on a une cassure, lorsqu'on a la structure, la direction qui est claire, quel est le mouvement que nous pouvons prédire avec la théorie de dos et la structure du marché. Et ça nous permet d'utiliser efficacement ces outils-là pour analyser le contexte de marché.
Maintenant que ça c'est clair, nous allons voir maintenant les zones d'intervention ou ce que j'aime appeler les zones d'attaque. Les zones d'attaque, c'est que dans un premier temps, on a une idée claire de là où on veut aller. Maintenant, la question c'est où est-ce que nous allons nous positionner? Sur quel niveau de prix nous allons nous positionner pour pouvoir aller dans le sens, dans la direction du contexte de marché qu'on avait déterminé. Vous voyez, les outils que nous avons à notre disposition pour pouvoir analyser efficacement les zones d'attaque sont des outils très connus comme les supports et résistances, les supply, demande zone et les lignes de tendance. Ce sont les outils qu'on utilise pour pouvoir analyser très efficacement les zones d'attaque. Mais, il y a un problème très important, c'est de comprendre à quel moment ces outils ont beaucoup de chances de marcher. Dans quelle situation les supports résistance ont beaucoup de chances de marcher? Dans quelle situation les supply et demande zone ont beaucoup de chances de marcher? Dans quelle situation les lignes de tendance ont beaucoup de chances de marcher? C'est surtout lorsque ces outils sont combinés avec le contexte. C'est lorsque ces outils sont choisis dans la direction du marché. Vous voyez, dans la direction du mouvement prévisible. Si ces outils-là ne sont pas utilisés dans ce sens-là, elles ont moins de chances de marcher. C'est très important. Dans ma formation, j'enseigne des techniques encore plus avancées et plus efficaces pour pouvoir maîtriser ça, c'est-à-dire pour pouvoir avoir des zones d'attaque qui ont encore beaucoup de chances, beaucoup de chances de marcher. Et si vous voulez en découvrir plus, le lien est dans la description pour vous inscrire. Maintenant, allons voir sur les graphiques comment utiliser, repérer ces outils-là déjà et comment les utiliser efficacement. Déjà, on avait dit qu'une tendance haussière était caractérisée par quelque chose comme ça. Je vais supprimer et retracer ça. On avait dit que lorsqu'on avait des pics et des creux de plus en plus hauts, on avait une tendance haussière. OK? Ce que vous devez comprendre là, c'est quoi? C'est que, comme on l'avait dit, chaque cassure nous permet de prendre une décision dans le sens de la tendance. Donc ici, si on veut tracer déjà les supports et résistances, on a ça qu'on peut tracer comme support-résistance. On a ça aussi qu'on peut tracer comme support-résistance. Donc ça, c'est une résistance qui peut devenir support. Résistance qui est devenue support. Vous voyez? Et donc là, dans une tendance haussière, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Déjà, c'est qu'il faut savoir repérer les supports et résistances et les supply et demande zones qui nous intéressent. Ici, déjà, voici le niveau, disons l'impulsion qui nous intéresse, c'est ça, c'est de là à là. Vous voyez cette impulsion-là, c'est elle qui nous intéresse. Je vais la mettre, il n'y a pas plus gros que ça. Donc, c'est l'impulsion-là qui nous intéresse. Donc, en fait, les zones qu'on va chercher vont être à l'intérieur de cette impulsion-là. Donc, ça veut dire qu'en descendant, on sait qu'en descendant, le prix va s'appuyer sur un niveau avant de continuer la hausse. Donc, la question qu'on va se poser ici, c'est quel est le premier niveau sur lequel le prix va s'appuyer? Donc, on a ça. Je vais supprimer ça. On a ça. Le premier niveau là, c'est sur lui que le prix peut s'appuyer. Donc, ça, c'est une zone d'attaque importante. Vous voyez? Donc, ensuite, quel est le niveau qui peut nous intéresser encore? C'est la zone qu'il y a ici, la demande zone qu'il y a ici. C'est la deuxième zone très importante où le prix peut réagir. Maintenant, quel est le dernier niveau qui peut nous intéresser? C'est la ligne de tendance. Donc, c'est ça. Beaucoup, en fait, ne comprennent pas certaines choses. Beaucoup négligent les lignes de tendance, mais il ne faut pas critiquer ceux qui l'utilisent. Pourquoi je dis ça? Parce que dans beaucoup de cas, le prix viendra aussi réagir sur la ligne de tendance et continuer le mouvement. Ça arrive ou pas? Ça arrive dans même beaucoup de situations. Donc, si vous avez des techniques pour les utiliser, n'hésitez pas, tout simplement. Vous voyez, à l'intérieur de cette impulsion-là, on a pu repérer nos zones d'attaque. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ça, par exemple, de ce niveau-là, par exemple. C'est-à-dire, comment je vais tracer ça? On n'a pas besoin de ce niveau qu'il y a
en bas ici, par exemple. Non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous voyez, on n'a pas besoin d'un autre niveau qu'il y a plus bas. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Puisque là, nous voulons acheter. Nous avons une direction claire et nous voulons acheter. Donc ça, c'est la limite des zones que vous devez déterminer. Pas besoin d'aller plus bas. Vous voyez? Donc là, maintenant que c'est clair, on va espérer tout simplement que le prix, voilà, continue la hausse. Tout simplement. Ou soit qu'il corrige plus bas, il réagisse, il continue la hausse. C'est ça le plus important. L'autre chose ici que vous pouvez ajouter, ok, pour rendre les choses intéressantes, c'est que en général, on va préférer que le prix retrace un peu plus. Lorsque le prix est très haut comme ça, c'est difficile de prendre une décision. Vous voyez, c'est difficile de tenter un achat, mais des fois, lorsque la tendance est très forte, vous allez remarquer que le prix n'a pas besoin de corriger suffisamment. Vous voyez, il corrige légèrement et il continue la hausse. Dans beaucoup de cas, ça arrive comme ça. Mais voilà, en général, lorsque le prix corrige jusqu'à environ 50% de l'impulsion, c'est largement suffisant pour commencer à chercher une opportunité d'achat. Dans certaines situations, il ne va pas corriger jusqu'à 50%, mais vous allez voir que quand même, la structure est intéressante, le prix est quand même sur un niveau, et là, c'est quand même prenable. Il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est d'arriver à bien comprendre les choses, à bien réunir tous ces éléments ensemble pour pouvoir les utiliser efficacement. Vous voyez? Allons voir maintenant sur les graphiques comment ça marche exactement avec notre exemple ici. Donc ici, par exemple, vous pouvez constater que quand le prix a cassé ce niveau-là, il n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que la tendance était très forte. La hausse était très forte. Vous voyez? Maintenant, on continue. Ici, le prix, il casse à nouveau. Vous voyez? Il casse à nouveau là. Mais la question, c'est est-ce que vous allez attendre le prix ici? Vous n'avez plus besoin d'attendre le prix ici. Parce qu'il a créé une nouvelle structure importante qu'il a cassée. Vous voyez? Donc, ça veut dire que maintenant, c'est ici que vous devez attendre le prix. Parce que imaginez si le prix cassait, il revenait jusqu'ici. Là, ça allait être beaucoup plus dangereux parce qu'on serait potentiellement en phase de retournement de tendance. Vous voyez? Je ne l'avais pas précisé et je vais profiter pour l'ajouter en même temps. C'est que lorsque nous avons une tendance haussière comme ça, je vous avais dit qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. À un moment donné, vous pouvez constater que le prix aura du mal à traverser ce niveau-là. Il peut s'arrêter quelque part là. Et là, il fait ce qu'on appelle un double top. Ça veut dire qu'il a du mal à casser le niveau. Ça veut dire que là, la tendance commence à s'affaiblir. Il casse le niveau, le creux là. Imaginez qu'il corrige, il casse à nouveau. Là, ça veut dire qu'on est officiellement baissier. Pourquoi? Parce qu'on a des pics de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas. Parce que les propriétés de la tendance haussière ne s'affichent plus. Parce que les propriétés de la tendance baissière commencent à s'afficher. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les raisons de ne plus chercher à acheter, mais de plutôt commencer à chercher à vendre. Maintenant, le problème ici, c'est qu'à un moment donné, on s'intéressait à certains niveaux auxquels on ne doit plus s'intéresser. Lorsque le prix cassait ce niveau-là, on s'intéressait à ce niveau-là pour acheter, pour anticiper ce creux-là. Maintenant que le prix il est parti, le niveau-là ne nous intéresse plus. Je vais le tracer, mais vous allez comprendre qu'il ne nous intéresse plus pour acheter. Donc, on continue ici. Ici, supposons que lorsque le prix a cassé là, supposons qu'il corrigeait un peu plus comme ça. Là, il nous a permis de rentrer en position de prendre ce mouvement-là. OK? Je peux le tracer comme ça. Et ensuite, on a ici le pic qu'il y a ici, le prix qui le casse. On avait un mouvement prévisible, il ne revient pas sur le niveau et il part. OK? Et là, il casse quoi? Il casse le niveau qu'on a ici, le creux qu'on a ici. Ça veut dire que maintenant, on est baissier. Maintenant, le problème qui va se poser maintenant, il est clair. C'est quoi? C'est que certains font l'erreur de toujours considérer le niveau qu'on a ici pour acheter. Ou bien le niveau là, vous voyez les anciens niveaux qu'on avait ici. Regardez ça. Ça, par exemple, on a un niveau là, on a un niveau ici de demande. Vous voyez? C'est des niveaux, certes, qui peuvent réagir, mais si vous les tradez, vous serez en contre-tendance. Pourquoi? Parce que nous sommes baissiers. Si on veut tracer une ligne de tendance ici, vous allez voir que la ligne de tendance même est cassée. Le dernier creux est cassé. Tout est cassé au point où il est clair pour nous que nous sommes plus haussiers. Donc,
à quoi va servir ces niveaux précédents? Les niveaux là, ce sont ces niveaux-là qui vont créer les corrections. Ce sont ces niveaux-là qui vont créer des corrections. Vous voyez? Donc là, le prix peut réagir dessus et créer une correction. Il peut revenir, au lieu de réagir, il peut casser. Il peut revenir, au lieu de réagir, il peut casser, ainsi de suite. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'acheter ici que de vendre ici. C'est beaucoup plus difficile d'acheter ici que de vendre ici. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà baissiers globalement. Et si vous voulez acheter ici, vous avez besoin de techniques beaucoup plus solides. Vous voyez? Vous avez besoin de stratégies beaucoup plus solides parce que ce n'est pas évident d'acheter là. Pourquoi? Parce que la direction est clairement dans la baisse. Donc, ces niveaux-là quand même peuvent être intéressants, mais elles vont servir quand même à faire des corrections, voire vous pouvez même remarquer que même en général, le prix les traverse même facilement. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est important de savoir, de connaître la direction. Quand vous connaissez la direction, automatiquement, vous savez les niveaux que vous devez considérer et vous savez les niveaux que vous ne devez plus considérer. Vous voyez? Donc, ces niveaux-là peuvent vous aider quand même à placer des objectifs. Voilà. Donc, ici, on continue. On a le prix qui casse. Il ne revient pas. OK. Il casse. Il revient. Il teste. Mais la question, c'est lorsque le prix avait cassé là, quels sont les niveaux qu'on pouvait identifier? On pouvait identifier ce niveau-là. On pouvait aussi identifier cette zone-là. Vous voyez? C'est des zones potentielles où le prix pouvait réagir. Lorsque le prix a cassé ce niveau-là, il y avait une seule zone potentielle. Vous voyez? Maintenant, lorsque le prix il casse ce niveau-là, il casse ici, les choses changent immédiatement. Le niveau qu'on a ici ne nous intéresse plus. Le niveau qu'on a ici ne nous intéresse plus. Maintenant, ce qui va nous intéresser, on va mettre les choses à jour, c'est en premier, le niveau qu'on a ici. En deuxième, déjà, vous voyez ce niveau-là, il peut nous intéresser. Le prix peut réagir dessus. De l'autre côté, il peut nous intéresser aussi. Le prix peut réagir dessus, ainsi de suite. Maintenant, la chose aussi qu'on pouvait ajouter, c'est la ligne de tendance. On pouvait se dire, OK, le prix peut réagir aussi sur une ligne de tendance. Vous voyez que ici, par exemple, en plus de la zone là, il est venu réagir ici. Donc, ça veut dire que lorsque le prix corrigeait là, on pouvait se dire, OK, au lieu de réagir sur ça, il pouvait revenir réagir sur la ligne de tendance qui coïncide même avec cette zone-là. Vous voyez, il peut traverser et venir réagir plus bas avant de continuer la hausse. Maintenant, c'est là qu'il y a une question qui va venir, qui est très importante, c'est comment savoir sur quel niveau le prix va réagir. Comment savoir la zone qui aura beaucoup de chances de retenir le prix pour que la théorie de dos soit appliquée. Parce qu'on sait qu'il va quand même réagir sur une zone. Et c'est là que nous allons ajouter la notion de confirmation. Donc, la confirmation, en fait, c'est cette information supplémentaire qu'il nous faut pour pouvoir nous rassurer que la zone où nous voulons nous positionner va vraiment réagir comme il faut. C'est ça la confirmation. C'est une information supplémentaire qui va nous mettre en confiance sur l'endroit où nous voulons nous positionner. Vous voyez? Et les outils qui sont utilisés pour pouvoir analyser efficacement la confirmation, pour pouvoir avoir cette information, ce sont les figures chartistes et les chandeliers japonais. Comment ça s'utilise efficacement? Comment ça marche exactement? On va le voir rapidement sur les graphiques. Maintenant là, vous pouvez comprendre que les choses n'ont pas été structurées pour rien. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé cette vidéo en parlant de confirmation. Je n'ai pas commencé cette vidéo en parlant de zone d'attaque. J'ai commencé en parlant de contexte de marché d'abord, de direction. Donc, ça veut dire que d'abord, on veut forcément avoir une direction claire. Ensuite, on va chercher une zone d'attaque où on a beaucoup de chances que ça marche, que le prix réagisse. OK? Et une fois que la zone d'attaque est déterminée, ce n'est qu'en ce moment-là qu'on va parler, on va penser à confirmer. Vous voyez, ce n'est qu'en ce moment-là qu'on va penser à une confirmation. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent les confirmations dans le vide,
qui cherche les confirmations en l'air. Ça ne se fait pas. Toute confirmation doit se chercher sur une zone donnée et surtout sur une zone qui est dans le sens de la direction. Et c'est de cette façon-là qu'on a beaucoup de chances que ça marche. J'espère que c'est clair. Ici, par exemple, on peut constater que dans un premier temps, le prix a cassé un niveau important. Et au moment où le prix casse ce niveau-là, quelle était la direction? La direction était la hausse. Et le prix, il a été haussier. Regardez, il a fait une mèche et il est revenu jusqu'ici, jusqu'au mouvement prévisible. Lorsque vous ne savez pas ça, vous allez espérer beaucoup plus que ce que le prix peut vous donner. Remarquez très bien qu'il est venu jusqu'au mouvement prévisible. Lorsqu'on va parler des take profit, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce niveau comme mouvement prévisible et non la mèche qu'il y a ici. Donc, remarquez que le prix, il est venu tester ce niveau-là. Donc, ça veut dire que si on avait eu, dans un premier temps, une confirmation ici, on aurait pu acheter pour profiter de ce mouvement prévisible-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On vous a dit que la tendance, elle n'est pas éternelle. À un certain moment, le marché va se retourner. OK? Il vient ici. Regardez, il casse ce niveau-là. Il casse le niveau qu'on a ici. OK? Et là, en cassant, il laisse une zone ici. Cette zone-là, cette grande zone, cette supply zone. Donc, l'information qu'on a ici, c'est que le prix peut réagir sur cette zone-là pour continuer la baisse. Vous voyez? Et là, il est venu réagir. Maintenant, quelle est l'information qu'on aurait pu avoir ici avant de vendre? Et c'est ça qu'on appelle la confirmation. Donc, ici, les informations qu'on peut chercher, ça peut être les double tops, les figures chartistes, vous les connaissez. Les double tops, c'est-à-dire que le prix fait un top, il fait un deuxième top, il casse la ligne de coût et vous cherchez à rentrer quelque part ici pour la baisse. Vous voyez, il y a plusieurs figures, il y a plusieurs types de double top. Il peut faire ça, il casse légèrement, il casse là, vous rentrez ici. Voici une autre figure de double top. Vous voyez, l'autre information que vous avez ici, c'est le prix qui fait ça. Il ne casse pas, il fait ça et on a ça. Donc, ici, si vous observez très bien, vous allez voir que les double top, en fait, ce sont également des figures qui peuvent être bien comprises avec la théorie de Dow. Ça veut dire que ici, dans un premier temps, on a fait un pic plus haut que le pic précédent. Vous voyez, on s'attendait à ce que le prix, je vais changer de couleur rapidement, on s'attendait à ce que le prix vienne tester ce niveau-là pour continuer la hausse, mais malheureusement, il ne le fait pas. Il casse plutôt ce niveau-là. Donc, ça veut dire que là, on va se dire, ah là, ça veut dire qu'il vient de violer une propriété très importante de la théorie de Dow. Il vient de mettre en échec un creux très important. Donc, ça veut dire que le marché se prépare éventuellement à chuter. Donc, c'est une information capitale pour nous comme confirmation. Vous voyez? Parce que là, on voit que le prix, à partir de ce niveau-là, il arrête de respecter les propriétés de la hausse, qui était de faire des pics et des creux de plus en plus haut. Donc, ce creux-là était donc très important pour nous. Vous voyez? Parce que c'est ce creux-là que le prix ne devrait vraiment pas briser. Et là, il le brise. Et donc, ça veut dire que, attention, la baisse se prépare. C'est pareil pour ici. Ici, c'est aussi très intéressant. C'est que ici, déjà, l'information qu'on a ici, c'est que vous voyez que là, le prix, il n'arrive même pas à casser ce pic-là. Ici, il a cassé le pic. Donc, la cassure là nous faisait comprendre qu'on pouvait monter. Mais ici, il n'arrive même pas à le faire. Quelle est l'information qu'on a ici? L'information fondamentale ici, c'est que déjà, lorsque le prix, il est là, on sent qu'il y a une faiblesse dans la hausse. On sent que la hausse s'affaiblit. Et pour empirer la situation, on voit que le prix casse ça. Donc, ça veut dire que complètement, on a beaucoup de chances d'être baissier. Donc, c'est ça, en fait, les informations que vous avez derrière les doubles top. Vous voyez? Et c'est la même chose avec ce qu'on appelle les doubles bottom. C'est-à-dire que le prix fait un premier bottom, c'est-à-dire, c'est l'inverse. Hein? Voilà, il fait ça et il fait ça. Il casse, il revient tester la ligne de coût et il continue la hausse. Donc, c'est exactement ça. Il y a une autre figure qu'on appelle l'épaule tête-épaule qui aussi est très intéressante pour pouvoir anticiper un retournement. Donc, on a là le prix qui fait ça, un pic
qui revient là, il fait ça, il casse. Vous voyez? Donc ça, c'est la même chose. Ça peut être interprété de la même manière. Vous voyez, le prix qui fait un pic, comme s'il allait continuer la hausse, il vient là, regardez là, il n'arrive pas à casser ce creux-là déjà. Et là, on pouvait se dire, bon, voilà, il veut continuer la hausse, mais il revient le casser. Il n'arrive pas à casser le high qu'il y a ici. Donc tout ça, ça nous informe qu'il y a une tendance baissière qui se prépare. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc ça, ce sont les figures chartistes qui sont utilisées depuis des années pour pouvoir analyser un retournement de tendance. Parce qu'ici, on se concentre sur l'aspect retournement. Vous voyez? C'est ce que les figures chartistes nous permettent de pouvoir analyser. Maintenant, aujourd'hui, il y a des figures qu'on analyse, qu'on appelle breaker block ou mitigation block, qui sont des choses comme ça, qui sont vraiment pas différents. C'est la même chose, qui sont comme ça. Hein. C'est la même chose, c'est-à-dire, voilà, le prix casse, il revient tester, c'est la même chose. C'est juste que c'est dessiné de façon un peu plus, voilà, esthétique, mais c'est vraiment, vraiment la même chose. Vous voyez? Voilà. Ici, maintenant que tout est clair, on va voir aussi qu'il y a les bougies qui peuvent être utilisées pour pouvoir, comment dire, voilà, confirmer une zone. Donc là, ce sont en général les bougies d'avalement. Il y a beaucoup de types de bougies, mais moi, ce que j'aime utiliser spécialement pour confirmation, c'est les bougies d'avalement. Donc ça veut dire que comme vous pouvez le voir ici, on a le prix qui vient là. Il fait une petite bougie ici, une bougie d'indécision. Et cette bougie d'indécision, elle est quand même très intéressante. L'information qu'elle nous dit ici, c'est que le prix a du mal à monter. Le prix vient là, il fait une réjection. Et ensuite, on a une autre bougie qui vient avaler la bougie là. Donc, lorsqu'on a une bougie comme ça, l'information qu'on a, c'est que on a le prix qui se prépare à aller dans notre direction. Maintenant, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre avec ces deux confirmations, ces deux méthodes de confirmation. Il y a quelque chose de fondamental, de très très important qui change tout. Il ne faut jamais faire l'erreur là. Ok? C'est que lorsque nous voulons utiliser des confirmations de figures chartistes, ok, donc on a une zone comme ça où le prix casse, on veut acheter ici. Lorsqu'on veut utiliser une confirmation de figure chartiste, on ne peut, dans 90% des cas, on ne peut pas avoir la confirmation là sur l'unité de temps sur lequel on analyse la direction. Donc ça veut dire que si là on a une structure H4, ok, pour pouvoir avoir la confirmation double bottom, vous voyez, cassure de structure, tout ça là, on ne peut pas l'avoir en H4 sur cette zone là. Il faut descendre, il faut aller voir en bas, parce que ici nous avons besoin que le prix affiche une structure. Nous voulons analyser en fait la structure ici. Vous voyez, nous voulons voir un truc comme ça, une cassure, vous voyez, et là, ce n'est pas possible de l'avoir sur le même unité de temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de descendre. C'est de descendre. Et surtout, le problème là, quand vous descendez, c'est d'arriver à repérer le meilleur unité de temps. En général, on a pour règle de diviser par 4, par exemple. Donc, on se dit, si c'est le H4, c'est pas 4 ou bien pas 6. Si c'est le H4, on peut trouver la confirmation en M15, par exemple. Voilà, en M15 ou bien en H1. Non, en M15 ou bien en M30. Vous voyez. Si c'est en daily, on peut trouver un truc là, en H1, en M30, même en M15. Donc, franchement, c'est difficile de donner les unités de temps précises. Mais ce qu'il faut garder en tête, comme je le répète très souvent, c'est de repérer, en fait, l'unité de temps qui vous dessine la meilleure structure. Parce que dans certaines situations, vous allez voir que quand vous descendez, le graphique est trop bizarre. Vous voyez, on va le voir rapidement quand même avec des exemples. Et dans certaines situations, vous allez voir que c'est le meilleur. Et quand vous avez ça, vous savez que le tout est fait. Vous voyez. Maintenant, lorsqu'il s'agit de confirmation de bougie, en général, il faut l'attendre sur les mêmes unités de temps. Donc, ça veut dire que là, si on est sur le D1 et qu'on a une cassure de structure ici, pour avoir une confirmation de bougie ici, ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. Il faut rester sur le D1, attendre un avalement de bougie sur le D1 avant de prendre une décision. Et là, vous aurez fait quelque chose de très efficace. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Voilà, donc on va voir un exemple clair ici. Déjà pour la bougie, vous pouvez voir que là déjà ici, on a comment dire là, on a l'avalement de bougie qui est là.
qui est clair. Mais l'avalement, il est où? Il est sur quelle unité de temps? Vous pouvez voir que là, on est en H4 et l'avalement est en H4. On n'a pas besoin de descendre. On reste sur le H4, on a notre avalement. Et qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On prend la position. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? On va aller un peu plus haut. Vous allez voir ce que je dis. On va aller un peu plus haut. On va prendre des grosses unités de temps. Voilà. Regardez ici, c'est le weekly. Donc, le prix, regardez comment ça marche très bien, mais c'est sur les grosses unités de temps. Le prix qui corrige, ici, il ne corrige pas bien. Il fait un avalement et ça, c'est suffisant pour une confirmation de bougie. Vous voyez, ici, il vient sur ce niveau-là. Il fait une confirmation et il vient tester le mouvement prévisible. Il vient tester le mouvement prévisible. Regardez là, il continue. Ici, il fait l'avalement, mais il a déjà comblé le mouvement prévisible. Ici, il fait l'impulsion, il vient, il fait l'avalement, et là, on a un mouvement prévisible. Ici, il fait ça, il vient, il fait un avalement. Ici, on a un mouvement prévisible. Ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Regardez ici, il vient, il corrige. Est-ce qu'il vous donne un avalement? Rien. Donc, il y a eu probablement rien à faire. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Il casse, il revient tester le niveau. Vous voyez? Il fait un avalement. Bon, ici, il ne fait pas d'avalement. Il continue ainsi de suite. Donc, vous voyez que juste cette méthode de confirmation, quand elle est bien utilisée sur les mêmes unités de temps que la direction et que la zone d'attaque. Donc, ça veut dire que pour l'avalement de bougie, on est sur le daily, on a la direction. On est sur le daily, on a la zone d'attaque. On est sur le daily, on a l'avalement. C'est bon. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez voir que ça, c'est beaucoup plus facile. Mais quand il s'agira maintenant de confirmation structure double top, c'est là que les choses vont être un peu plus compliquées. Pourquoi ça va être compliqué déjà? Parce qu'il va falloir repérer l'unité de temps idéale. L'unité de temps idéale pour la confirmation, c'est ça le plus difficile ici. Beaucoup ratent les confirmations, beaucoup font des erreurs, prennent des stop loss avec les confirmations, parce que déjà, beaucoup préfèrent les confirmations de structure, c'est-à-dire c'est-à-dire une tendance, c'est-à-dire un retournement. Les confirmations comme ça, on a une baisse, le prix fait ça, il casse la structure, on rentre, on buy. La plupart, c'est ce type de confirmation que les gens cherchent. Maintenant, la plupart de ces gens-là, ils prennent des stop loss. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à repérer l'unité de temps idéale pour atteindre cette confirmation. Pourquoi c'est important de repérer l'unité de temps idéale? Parce que il y a un problème, c'est quoi? C'est que c'est très facile pour le prix de faire une cassure de structure. La cassure de structure, comme vous le voyez comme ça, c'est-à-dire un double top, double bottom, tout ça là, c'est très facile pour le prix de le faire. Vous voyez, il suffit qu'il y ait une petite hausse. Le prix va forcément casser une structure. Regardez, imaginez que le prix, il est en train de chuter et qu'il veut faire une hausse. Il va forcément casser certaines structures. Donc, ça fait que si vous repérez des unités de temps très basses, si vous avez la confirmation en H4, si vous avez la zone en H4 et vous descendez très bas comme en M1 pour avoir une confirmation, ce qui va se passer, c'est que la cassure de structure, elle va être prématurée. Elle va arriver très tôt. Tellement tôt que vous allez penser que c'est le bon mouvement et finalement, vous allez prendre un stop loss. Si vous prenez une unité de temps très hausse, très proche du H4, vous ne pouvez pas avoir une confirmation de ce type-là. Donc maintenant, c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à repérer l'unité de temps. Et là, c'est l'expérience qui va jouer. Vous voyez? Maintenant, voici quelques pistes pour pouvoir bien gérer cette situation. OK? Ok, ici, vous pouvez voir qu'on a quelque chose de très intéressant. Regardez ça. Ici, on a le prix qui casse un niveau important. Il revient sur le niveau. Ok? Le prix revient sur le niveau et déjà, on veut une confirmation. Il y a un problème. Regardez la bougie là, elle est tellement grosse que si le prix l'avale, il n'y aura pas, on ne pourra plus avoir de trade. Donc ça, c'est une situation où on est un peu obligé de descendre plus bas. Ok? Maintenant, ici, je vais vous montrer ce que j'appelle confirmation prématurée. Ok? Confirmation prématurée. Ici, vous pouvez vous dire que vous allez chercher très bas. Venons voir en H1. On est en daily, hein? On vient voir en H1. Regardez en H1 ici. C'est pas assez clair. Mais ici, le H1 a l'air un peu mieux. Vous voyez? C'est pas bien descendu, quoi. Vous voyez qu'il a fait ça, il a recassé. C'est pas vraiment ce que je veux. Maintenant, allons plus bas. C'est pour vous dire que ici, vous voyez que juste cette mèche-là, cette petite réaction ici,
Même la réaction qu'il y a ici, là, vous voyez cette petite réaction ici, en M1, ça peut créer une cassure de structure déjà. Ici, déjà, vous pouvez avoir plusieurs cassures de structure qui seront prématurées, qui vont être tellement prématurées que si vous faites une entrée là, hein, vous allez prendre des stop loss. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que lorsque vous êtes en H4, vous descendez, votre objectif, lorsque vous êtes en daily, votre objectif, c'est quelle est l'unité de temps qui va m'afficher une structure claire, limpide, sans trop de détails. Vous voyez? Donc ici, vous pouvez voir que ici, en H1, on a des détails qui sont raisonnables. Allons voir en M30. Le M30, regardez, il est déjà trop écarté. Même le M30, il est déjà très écarté ici. Regardez, il y a trop d'informations ici. Ça veut dire immédiatement que le M30 ici n'est pas adéquat pour la confirmation parce qu'il y a trop de détails. Maintenant, quand vous ne savez pas ça, vous allez aller en M15. OK? Vous allez regarder comment il y a trop d'informations. Je suis obligé de dézoomer pour pouvoir tout voir. Ouais, il y a trop. Regardez comment tout c'est écarté. C'est trop écarté. Vous voyez? Regardez, je vais en M5. Ça devient de pire en pire. Ouais, ça devient de pire en pire. Il y a trop d'informations. Allons en M1, voici ça peut aller. Ça ne peut pas aller en M1. Allons en M2. Ça ne peut pas. Allons en M3. En M3, ça peut passer. Vous voyez? Il y a trop d'informations. Certains peuvent se dire, non, mais ici, il y a eu un double bottom et ça a marché, le prix n'est plus revenu. Ah, attention, oubliez ça. Dans beaucoup de cas, ça ne marche pas quand vous descendez trop. Si votre unité de temps, si votre zone d'attaque est en M15 ou bien en M30 H1, vous pouvez venir en M5. Vous voyez? Et si c'est en M15, vous pouvez peut-être descendre jusqu'en M1. Mais si il y a trop d'écart entre les unités de temps, directement, vous allez avoir des confirmations prématurées. Et quand c'est prématuré, dans la plupart des cas, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose que vous devez vraiment, vraiment travailler. Vous devez entraîner vos yeux à repérer, les confirmations sur les meilleures unités de temps. Vous voyez? Disons, je vais dire l'unité de temps idéale. Voilà. Ok, ici, on va voir un autre exemple sur comment repérer, l'unité de temps idéale. Regardez ici. Ça, c'est encore quelque chose que vous allez apprendre, mais ça, c'est l'expérience. Regardez, ici, vous voyez que le prix casse ça. On sent une hausse, on a une zone ici. On sait que le prix peut réagir dessus. Et s'il réagit, on peut sortir quelque part ici. Ok. Donc là, la façon dont la chose se présente, on a moins de chances d'avoir une confirmation de bougie. Donc là, c'est forcément une confirmation de structure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on veut atteindre une confirmation de bougie ici, l'opportunité va nous échapper. Ok, souvent c'est comme ça. Ok, maintenant, quelle est l'unité de temps qui va nous donner la meilleure structure pour pouvoir avoir le retournement? Ok, on vient ici, on vient en H1. On va chercher ça en H1. D'abord, vous voyez qu'en H1, on ne peut pas l'avoir. Il n'y a pas de détails intéressants. Vous voyez? Je vais couper ici. Je vais couper là comme ça. Voilà, en H1, il n'y a pas de détails clairs pour pouvoir voir une structure parce que vous voulez voir ça. Et ça, c'est pas possible de voir ça en H1 déjà. Vous voyez? Ok. On descend, on va le voir en M30. En M30, c'est la même chose. Il n'y a pas assez de détails. On va le voir en M15. Le M15 devient intéressant. Vous voyez? Le M15, normalement, ici, il est bien. Parce que regardez ça. Regardez ça. On voit clairement des pics et des creux comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ça veut dire que ici, le meilleur unité de temps pour vous, c'est le M15. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas l'information là que je vous donne et que vous descendez, vous allez plus bas, comme en M1, il y a beaucoup de chances que vous ayez des confirmations prématurées. Ça veut dire que quand le prix va toucher la zone, il va vous faire un semblant de double bottom ou bien de breaker block, mitigation block, tout ce que vous voulez. Et ensuite, il va casser. Il va faire un semblant, ensuite, il va casser. Et ça fait que vous allez facilement vous prendre des stop loss. Tout simplement à cause de cette mauvaise interprétation, cette mauvaise observation. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Maintenant, ici, vous pouvez constater que là,
en M30, voilà, le prix, voilà, il continue, il va casser la structure, ok, et puis il va continuer le mouvement, tout simplement. J'espère que c'est clair, franchement, j'espère que c'est assez clair pour vous. J'espère que vous avez compris comment ça marche avec les confirmations, l'utilisation efficace, ok, dans tous les sens. Voilà. Maintenant que tout est clair, maintenant qu'on a toutes les informations qu'il faut, on a la confirmation qu'il faut, maintenant il faut passer à l'action. Il faut entrer en position. Et croyez-moi, on ne rentre pas en position n'importe comment. Il y a des petites choses aussi qu'on va observer. Parce que pour rentrer en position, il y a plusieurs façons de faire. Vous voyez, les outils qu'on utilise pour entrer en position sont les suivantes. On a des retracements en général. Certains vont se dire, OK, je vais rentrer sur une certaine correction. Donc, un retracement donné. Certains vont rentrer sur des supports, un support ou une résistance. Certains vont rentrer sur des supply ou des demandes zones. Comment ça se passe vraiment? Comment ça marche de façon efficace? On va voir ça rapidement. Ici, on a un exemple très intéressant qu'on va utiliser pour illustrer les techniques d'entrée en position qu'on vient de voir. Mais avant de rentrer dans les détails, on va se rappeler rapidement ce qu'on venait de faire. Vous voyez tout ce qu'on a vu rapidement. Ici, vous pouvez voir qu'on est haussier. On est clairement haussier, ce n'est pas un débat. On a le prix qui vient casser ce niveau-là. OK? Donc là, clairement, en daily, nous sommes en daily. En daily, on voit clairement le contexte de marché qui nous dit qu'on est haussier. On voit une zone d'attaque qui est là, où on sait que le prix peut venir s'appuyer pour venir tester au minimum la zone qu'on a ici. Vous voyez? On voit aussi qu'on a une autre zone intéressante quelque part ici que le prix peut venir tester également. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est la confirmation. Et pour confirmation, on a vu qu'on peut utiliser les avalements de bougies. Vous voyez que ici déjà, sans même aller en H4 ou en H1 ou en M30, sur le même unité de temps ici, le daily, on voit qu'on a déjà un avalement de bougie qui est très intéressant déjà pour confirmation. Et vous voyez qu'après l'avalement, on a le prix qui allait dans le sens du mouvement directement. Vous voyez tout ça là en D1. On n'est même pas descendu. Maintenant, supposons qu'on voulait chercher une confirmation de structure. Donc, voilà, un double bottom par exemple. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait descendre progressivement. Donc, on descend en H4 pour voir. On vient en H4. Ici, c'est un peu bizarre, c'est différent. C'est là que vous devez comprendre ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que pour pouvoir avoir des confirmations de structure, un peu comme le prix qui descend dans la zone, qui fait ça, qui casse la structure, qui vous donne une entrée là pour continuer la hausse, il faut maîtriser ce que vous cherchez. Il faut apprendre à reconnaître l'unité de temps qui vous donne les meilleurs détails. Ici, il y a quelque chose de très intéressant que vous pouvez remarquer étape par étape. Lorsque le prix vient dans la zone pour la première fois, regardez ici, lorsque le prix vient dans la zone pour la première fois comme ça, vous voyez, c'est la zone ici, on va se poser la question, quelle est l'unité de temps qui nous donne les meilleurs détails pour avoir ce type de confirmation? Ce n'est pas le H4. En regardant le H4, on voit clairement que le H4 ne fait pas l'affaire. On vient voir le H1. Le H1 est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez qu'avec le H1, on a les détails nécessaires. Vous pouvez voir on peut voir facilement les pics et les creux. Ouais. On peut voir facilement, voilà, on peut voir, voilà, vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, on peut se dire que, OK, sur le H1, on peut avoir notre confirmation double bottom ou bien un truc comme ça, ou bien breaker block, ce que vous voulez. Vous voyez, ou bien mitigation block. On peut l'avoir ici. Mais il y a un problème. Il y a un problème et c'est ça c'est sur ça que je veux vraiment attirer votre attention. L'unité de temps que vous détectez au départ peut changer en fonction de l'évolution du prix. Donc ici, on a trouvé le H1 comme idéal. Mais on va constater par la suite que le H1 ne va plus être l'idéal. Regardez ça. Le prix évolue. OK? Pour le moment, on n'a rien. On n'a pas de cassure qui nous permet de dire qu'on a un retournement. On n'a rien. On y va. On continue. Et là, on n'a toujours rien. OK? On n'a toujours rien. Regardez toujours. Vous voyez que là, vous pouvez voir que le prix, il s'est tellement écarté. Regardez, le prix, il s'est tellement écarté que le H1 devient moins intéressant. Parce que le prix, il s'est très
Et comment je peux expliquer ça? Il s'est très écarté, quoi. Vous voyez? Ça devient, le H1 commence à devenir brouillon. Vous voyez? Voilà. Donc ici, ça ne fait pas mal, c'est pas grave de regarder de temps en temps les autres unités de temps, comme le H4 pour voir, ok, comme le H1 commence à s'écarter un peu plus que ce qu'il devait être, vous voyez qu'à partir d'ici, à partir euh, d'ici là, jusqu'ici, on constate que le H1 n'est plus aussi normal comme il devait être, vous voyez, mais de là à là, on voit que le H1, il est toujours bon pour la confirmation. Maintenant, regardez ceci, on va le voir en H4. On voit que le H4 ici dans la zone a été meilleur. Le H4 a été plus intéressant ici pour observer la confirmation que le H1. Alors que initialement, c'est le H1 qui était ce qu'il fallait, l'unité de temps qu'il fallait voir. Franchement, c'est vraiment l'expérience ici. Et quand vous allez faire ça progressivement, vous allez pouvoir arriver à... C'est que l'idéal ici, c'est qu'on veut l'unité de temps qui va nous donner à la fois les détails nécessaires sans donner trop de détails. Donc, au départ, on avait les détails nécessaires, mais à partir d'ici, ça devenait trop de détails et ça devenait moins intéressant. Parce que vous pouvez imaginer, vous pouvez remarquer qu'ici, cette cassure-là, ça peut vous embêter, vous pouvez trouver ça bizarre, vous voyez. Mais quand vous venez en H4, vous voyez que tout devient correct. Donc, vous devez apprendre des fois à switcher d'unité de temps, à changer d'unité de temps pour pouvoir repérer ce qu'il y a d'adéquat. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'unité de temps de départ, qui est l'idéal, peut changer en fonction de ce que le prix fait. C'est pour ça que c'est difficile de donner des unités de temps précises où il faut chercher des confirmations à cause de cette situation-là. J'espère que c'est clair. Donc, vous pouvez voir que la cassure qu'on a ici était beaucoup plus évidente pour nous. Vous voyez, en H4. Et c'est très, très rare d'avoir une zone en daily et d'avoir la confirmation en H4. C'est rare. Et ça, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, pour vous montrer que franchement, ça dépend des situations. Vous voyez? Donc ici, voici la cassure qui nous a donné le signal d'achat. C'est ça, c'est cette cassure-là. Donc quand on a eu cette cassure-là, l'information fondamentale pour nous, c'est que le prix commence à être prêt à monter. Parce que là, on a eu une figure de retournement qui s'est présentée. Donc là, on peut mettre en évidence la figure de retournement simplement. Donc on a ça, on a ça, on a ça, on a la cassure ici, vous voyez. Et ça, c'est évident, c'est clair. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'entrer en position. Maintenant, les techniques d'entrée en position qu'on a eues sont très simples. C'est le retracement ou bien rentrer sur une zone, tout ça là. Maintenant, il y aura un petit problème que vous allez rencontrer quand vous allez vouloir utiliser la première technique d'entrée en position qui est le retracement de Fibonacci. En général, pour rentrer avec le retracement de Fibonacci, il y a plusieurs techniques que les gens utilisent. Il y a un retracement de 50%, retracement de 61,8, tout ça, tout ça. Mais pour pouvoir faire ça, il faut repérer l'impulsion qui a cassé. Donc ici, on a le double bottom, ok, ou bien on a ce que vous voulez, on a la cassure, on a le prix qui entame la correction. Ça, c'est très important. Le prix qui entame la correction. Si le prix n'entame pas la correction, vous n'aurez pas le pic qu'il faut pour pouvoir mesurer l'impulsion et pouvoir avoir le retracement. Donc ici, on a la correction qui commence, on met notre outil de Fibonacci, on prend l'outil comme ça, vous voyez, on met l'outil comme ça, et là, on peut mesurer le retracement. Maintenant, là, ça va dépendre de vous. Certains rentrent autour de 50% de retracement, vous voyez, sans réfléchir, il rentre sur les 50%, il met le stop loss en bas du creux, et puis il prend son TP là où il doit être. On va voir bientôt comment placer le TP efficacement. Certains vont rentrer autour des 61,8% de retracement. Franchement, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Moi, de mon côté, ma méthode d'entrée est un peu différente, vous voyez. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, l'autre technique, donc ce qu'il faut retenir ici déjà, c'est que pour pouvoir mesurer le retracement, il faut attendre que le prix commence à corriger. Sinon, imaginez que le prix est ici. Regardez là. Imaginez que le prix il est quelque part là. C'est vrai que vous pouvez mesurer un retracement. Ok, vous pouvez prendre l'outil pour mesurer, pour avoir un retracement donné. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas si c'est à partir de ce niveau-là que le prix va entamer la correction. Donc, ça devient difficile. Vous êtes obligé d'attendre de voir le prix retracer d'abord. Mais là, l'inconvénient ici, c'est que vous pouvez rater le mouvement parce que vous pouvez voir qu'ici, c'est en une seule bougie que le prix est venu tester en même temps. Donc, c'est ça qui fait un peu la faille de ce système-là. C'est que vous allez avoir des difficultés à attendre que le prix commence le retracement. Et c'est là que l'autre système est intéressant.
hein, attendre, comment dire, la méthode d'entrée sur les supports résistants supply zone, c'est là que ça devient intéressant parce que là, vous n'avez pas besoin d'attendre que le prix commence à retracer avant de vous positionner, vous voyez. Donc là, juste après la cassure, comme on l'a eu ici, un instant, voilà, là, juste après la cassure qu'on a là, vous pouvez identifier le niveau que le prix a cassé. Et nous savons qu'on a l'inversion de polarité qui marche depuis des années, qui est très, très, très ancien, mais qui a sa valeur aujourd'hui. On a le niveau là de résistance qui peut devenir support. Donc, on sait qu'à ce niveau, on peut prévoir une entrée. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? De l'autre côté, on a aussi en même temps l'autre technique qui est la demande zone qui est ici, qu'on peut mettre en évidence. On la trace et on laisse maintenant le prix venir tester pour avoir notre entrée tout simplement. Vous voyez, on va voir bientôt comment bien positionner le stop loss, ne vous inquiétez pas. Et là, on va faufiler, on voit le prix qui vient déclencher. Vous voyez que cette fois-ci, dans ce cas-là, le prix est venu tester la demande zone. Mais croyez-moi, dans beaucoup de cas, le prix ne vient pas jusque là. Le prix, dans beaucoup de situations, va s'arrêter au niveau de la résistance qui peut devenir support, de l'inversion de polarité et faire le mouvement. Donc, ça fera que vous pouvez rater beaucoup d'opportunités. Donc, à vous de voir ce qui vous convient. Vous voyez, à vous de voir ce qui vous arrange, ce que vous pouvez supporter. Parce que chaque méthode a son avantage. Le fait de rentrer sur la demande zone va vous permettre d'avoir un risk-reward plus intéressant. Vous voyez? Mais l'inconvénient, c'est que vous pouvez rater facilement beaucoup d'opportunités. Maintenant, le fait de rentrer sur la résistance qui peut devenir support va vous permettre de rater moins d'opportunités. Mais l'inconvénient, c'est que ça va réduire un peu le risk-reward. Donc, à vous de voir le juste milieu et de voir ce qui vous intéresse dans ces situations-là. C'est aussi simple que ça. Pour les entrées en position, c'est vraiment pas compliqué. Le plus important à retenir ici, c'est que pour entrer en position, c'est cette cassure qui nous fait décider. C'est ça qui déclenche la décision. Et ensuite, nous cherchons l'endroit maintenant où il faut nous positionner. C'est aussi simple que ça. J'espère que c'est clair. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons parler maintenant du positionnement du stop loss et en même temps du positionnement du take profit. On va voir les deux en même temps. Franchement, ça peut sembler simple, mais c'est vraiment important de bien positionner le stop loss et aussi de bien positionner le take profit. Les deux sont très importants. C'est que tout est important. Vous allez voir que par la suite que vraiment tout est important parce que combien de fois on ne se fait pas toucher le stop loss de justesse. C'est-à-dire que le stop loss, le prix touche ton stop loss légèrement et continue dans le sens du mouvement après. Ou bien le prix vient très proche de ton take profit et fait demi-tour, te sort en stop loss. Vous voyez ça fait extrêmement mal. Et là maintenant, on va voir des techniques que j'utilise qui peuvent vous aider à réduire ça au maximum. Ça va toujours arriver d'avoir des stop loss de justesse ou bien de rater des take profit de justesse. Mais c'est nécessaire de trouver des solutions où on peut réduire ces situations-là au maximum. Vous voyez? Voilà. D'abord, pour le positionnement du stop loss, ce qu'il faut retenir, c'est simple. C'est qu'il faut donner la marge au prix. Il faut donner la marge au prix. Il faut donner de l'espace au prix. Le prix a besoin d'espace. Le prix a besoin d'espace pour bien bouger, en fait. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? On fait notre entrée ici. OK? Ne jouez pas avec je mets le stop loss juste en bas de la zone, je mets le stop loss en bas de la FVG. Concernant le stop loss en bas de la FVG, il faut oublier ça complètement. Ça, c'est un conseil d'amis, je vous donne. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous avez votre truc là, vous avez la cassure de structure là, vous avez une entrée quelque part ici, et on a le prix qui va continuer. Ce que certains font, c'est quoi? Il y a des entrées que les gens font ici, ok? Et il y a peut-être ici une FVG quelque part là. FVG, Fair Value Gap, ou bien, comment on appelle ça, imbalance. Ils vont mettre le stop loss en bas de l'imbalance comme ça. Vous voyez? Ou bien en bas de, je sais pas. Ne faites jamais ça. Ça, c'est un. De deux, si vous avez, au lieu d'une FVG, une demande zone, une OB, voilà, un peu comme ça. Vous voyez ça là, cette demande zone là, ici, comme ça. Vous voyez? Ne mettez pas le stop loss en bas de la zone. Mettez ça en bas du creux qu'il y a ici. Le meilleur stop loss, c'est en bas du creux. Vous voyez? Le creux qu'on a là, en bas du creux. Maintenant, un stop loss comme ça, c'est pas bien. Il faut donner de l'espace.
Donne l'espace. Il faut faire en sorte que si ton stop loss est touché, vraiment, il n'y a plus d'option. C'est que vraiment, il n'y a rien à faire. Le prix s'est retourné, il est parti. Vous voyez, il ne faut pas mettre un stop loss où le prix va te sortir, tu vas regretter après. Non, ça fait très mal. Mais c'est vrai que malgré ça, on aura quand même des stop loss. Mais au moins, il y a beaucoup de stop loss que vous allez éviter comme ça. Vous voyez, donc ici, c'est ça. Donc ici, on rentre là. Vous voyez, on met un autre stop loss quelque part. Vous voyez, quelque part là. Même quelque part là. C'est bon. C'est bon. C'est pas l'âge. Oubliez ces histoires de stop loss à 5 pips, à quoi. Non. C'est largement bien, quoi. Maintenant, pour le take profit, c'est là que je vais attirer votre attention sur quelque chose de très important, de très, très important. OK? Regardez. Souvent, la première règle qu'il faut éviter, c'est quoi? Je vous avais dit qu'il faut connaître le mouvement prévisible, le mouvement que vous voulez prendre. Lorsqu'on vient en daily, déjà, on a eu une cassure de structure. Et je vous ai dit clairement que lorsque le prix fait ça, il casse la structure, l'information qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de chances de continuer la hausse. Si le prix revient vous donner une confirmation, au maximum, vous vous arrêtez ici pour votre mouvement. Ne cherchez pas à ce que le prix casse. Bien sûr, vous pouvez avoir des stratégies où le prix va casser. Mais, croyez-moi, si vous êtes en daily ou en H4, les niveaux comme ça sont extrêmement solides. Le prix ne les casse pas aussi facilement. Avant de les casser, le prix peut corriger d'abord, il peut s'amuser, tout ça avant de casser. Et vous, psychologiquement, ça ne va pas du tout vous faire cadeau. Vous voyez? C'est pour ça que je vous recommande d'avoir votre confirmation quelque part là et au maximum de sortir quelque part ici. Mais sortir quelque part là, c'est pas n'importe comment. C'est-à-dire que ça ne se fait pas n'importe comment. C'est ça que je vais vous expliquer ici maintenant. Ici, quel est le pic où il faut sortir? Est-ce que c'est le pic de la mèche qu'il y a ici? Vous voyez? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est pas le pic de la mèche. C'est la clôture qu'on a ici. C'est la clôture. Très important. C'est la clôture. Pour pouvoir repérer ça, moi j'arrive à repérer ça sans aller sur le graphique en ligne. Et vous pouvez venir sur le graphique en ligne et vous allez voir, il y a un pic ici. Vous voyez? Sans considérer la mèche. Donc ce niveau-là qu'on va tracer ici, vous voyez, c'est un niveau très solide. Généralement, sur le gros time frame, le daily, le H4, le weekly, votre time frame où vous analysez le contexte, vous choisissez la zone, tout ça, ce niveau-là, il ne faut pas blaguer avec. Vous voyez? Donc c'est là, c'est-à-dire que votre TP maximum ne doit pas dépasser ce niveau-là. Donc si vous voulez avoir un TP vraiment réaliste, c'est que déjà vous mettez le prix, votre TP en bas, ce niveau, largement en bas comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez beaucoup de chances qu'il soit touché. Vous voyez? Donc, il ne faut pas venir mettre même le TP sur la ligne comme ça, ou bien comme ça. Non. Il faut faire un truc comme ça. Et là, vous êtes tout bon. Vous venez voir maintenant le H4. On va passer en tout là. Vous pouvez voir que, remarquez quelque chose ici. Quand le prix a touché cette ligne-là, hein, remarquez, hein, je vais faufiler. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, regardez, quand il a touché la ligne en même temps, il a fait une baisse. Vous voyez, il est quasiment revenu au prix d'entrée. Ça, c'est sérieux. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez chaud dans beaucoup de situations. Vous voyez. Maintenant, quand vous avez votre truc comme ça, vous voyez les obstacles qu'il y a en lower time frame ici. Regardez, revenons en M1. Les obstacles qu'il y a ici, là. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ces obstacles-là. Vous voyez, tout ça là, c'est normal. Ça, c'était une baisse. On a eu un retournement, donc le prix va monter. Il n'y a pas de souci ici. Vous voyez, en H4, venons en H4 ici. Vous voyez, les supply zones qu'il y a ici, tout ça là, vous n'avez pas trop besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que le setup vient de très loin. Il vient du daily. Comme il vient de daily et qu'il vient d'une grosse zone ici et qu'on a une confirmation solide, on a beaucoup de chances de monter comme ça. Mais voilà, avec beaucoup de chances que le pic traverse ces zones-là qu'on a en bas. C'est aussi simple que ça. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous montrer un autre exemple. Il y a beaucoup d'exemples où le take profit, il est très important. Imaginez que vous mettez le take profit ici. OK? Même si vous avez réussi l'entrée, déjà, toute cette baisse-là, ça va vous traumatiser et vous avez beaucoup de chances même de mal gérer la position, de finir mal avec la position. Vous voyez? Prenons un autre cas. Hein. Nous, on a beaucoup tradé cette semaine.
Et je vous dis encore, pour nous rejoindre, utilisez le premier lien épinglé en commentaire pour rejoindre mon groupe privé où vous allez apprendre des choses inédites, notre stratégie unique qu'on utilise depuis des années. On la travaille, on l'améliore ensemble. Vous voyez, vous allez voir à quel point les choses sont devenues plus simples, plus limpides, plus claires pour vous. Donc ici, on vient avec un exemple. Là. Il y a eu un trade qu'on a pris sur AUD4. Voilà. AUD4. AUD4, venir à la fin. Beaucoup de trades. Hein. Vous allez voir à quel point le take profit, il est très important. Si vous le manquez, vous manquez le take profit. Si vous manquez le take profit, ça peut être compliqué pour vous. Regardez ici. Vous voyez que si vous vendez, vous arrivez à vendre quelque part ici. Supposons, hein, vous avez une confirmation ici, vous vendez là. Vous voyez que j'ai mis une ligne même ici. C'est pas pour rien qu'il y a même cette ligne qui est tracée. Mais votre take profit, déjà, puisque c'est le daily. Vous ne devez pas mettre un take profit quelque part ici déjà. Ça peut passer, mais vous aurez chaud. Vous voyez? Mais ce niveau-là, c'est un niveau très important, très solide, qui va réagir. Donc, regardez le graphique en ligne, vous voyez que c'est un niveau très important. Donc, ça veut dire que normalement, votre take profit ne doit pas dépasser cette ligne-là déjà. Mais à l'intérieur de là à là, vous pouvez avoir un risque reward très intéressant. Vous voyez, remarquez que, descendons en H4, remarquez que quand le prix, il vient sur cette ligne-là pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit sérieusement. Il revient une deuxième fois, il réagit sérieusement. C'est pas pour rien, c'est parce que tout simplement c'est un niveau solide. Vous voyez, c'est un niveau solide et vous devez vraiment le savoir. Je peux vous montrer beaucoup d'autres exemples, hein, mais voilà, c'est ça. Regardez ici, venons en H4 ici sur, ça c'est un trade aussi que j'ai pris sur toute la Euro NZD. Regardez là, je rentre quelque part ici, je suis rentré quelque part là. Et regardez quand le prix vient sur la clôture ici. Regardez là. Quand il vient sur la clôture ici, là. Regardez comment il ne traverse pas facilement. Il vient, il teste, il remonte. Bon, peut-être que vous ne voyez pas bien ici. Alors, on est en H1 pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, quand il vient sur la ligne pour la première fois, il teste, il remonte. Il fait ça, il remonte quasiment 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est un niveau très solide. Vous voyez? Franchement, c'est très important. J'espère que vous avez vraiment appris cette vidéo. Likez cette vidéo et on continue avec la suite. Bon, là, maintenant, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas appris des choses inédites. Surtout, tout ce qu'on a vu, on a vu des choses exceptionnelles. Donc, j'espère que vous allez partager cette vidéo autour de vous. J'espère que vous allez liker, laisser des commentaires et tout ça. Maintenant, voyons la gestion de position. La gestion de position, elle est aussi vraiment très importante. Elle est très importante parce que c'est là où le côté émotionnel intervient le plus. Ok? C'est là où le côté émotionnel intervient le plus. Parce que vous allez remarquer que plus on est devant les graphiques, plus on peut stresser et tout ça. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on néglige souvent quand il s'agit de gestion de position. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Ce qui se passe, c'est qu'en général, le prix ne va pas directement dans la direction qu'on veut. Regardez ici, je vous montre un trade que j'avais pris et là, ça va être plus facile de vous expliquer. Okay? Ça va être plus facile de vous expliquer les choses. Ça montre à quel point le prix, en fait, il ne va pas directement, facilement là où il est prévu qu'il aille. Vous voyez? Regardez ici. Vous avez ici une opportunité de vente là. Le prix casse la structure, on peut vendre quelque part ici. Vous voyez? Maintenant, regardez comment le prix, il a géré les choses. Supposons que vous rentrez ici. Vous voyez, supposons que vous rentrez ici, sur cette mèche-là. C'est là que j'étais rentré. Okay. Et supposons que vous avez votre take profit quelque part ici, par exemple. Ou bien vous avez votre take profit légèrement plus bas ici et que le prix rate, quoi. Vous voyez, quelque part là. Parce que peut-être l'opportunité vient du daily. Vous voyez. C'est-à-dire, l'opportunité vient du daily et puis vous savez que maximum, le TP, c'est la ligne rouge là que vous ne devez pas dépasser. Vous voyez. Voilà, ma connexion est en train de bugger un peu là. Voilà, donc vous rentrez quelque part là où j'avais indiqué. Voilà, donc vous rentrez quelque part là où j'avais indiqué et le TP, c'est quelque part ici. Vous voyez. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que ça, c'est le TP vraiment où le prix a beaucoup de chances d'aller. Mais,
ce qui va se passer au cours du trajet. Vous savez que c'est de là à là, hein, de là à là, le mouvement que vous voulez prendre par exemple. Ouais. Et vous savez que lors du trajet, ça va pas être facile. Il y a beaucoup de problèmes. Regardez ce que le prix fait. Il vient ici, il te déclenche, il vient là, il revient là. Et là, la réaction qu'il a fait ici, c'est normal. Hein? C'est normal parce que je vous avais expliqué que là, c'est un niveau de clôture important. C'est pas n'importe quoi. Donc, ce niveau-là aussi, c'est normal qu'il réagisse. Vous voyez que le prix vient, il réagit dessus, il monte. Avant de revenir casser, traverser pour toucher le TP qu'il y a de l'autre côté. C'est pour vous dire à quel point le niveau là, il est solide déjà. Et à quel point le prix ne va pas directement dans la direction qu'on veut. Donc, il vient ici, il fait ça avant de venir ici. Donc, tout ça, ça fait que la gestion de la position peut être difficile. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un BE rapidement lorsqu'on est dans certaines situations? Est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire l'entrée et ne rien faire et laisser SL ou TP? Franchement, c'est difficile de choisir. Ce que moi je fais, c'est que ça dépend des situations. Dans ce cas-là, par exemple, je suis sorti BE. Je suis sorti BE parce que le risque que j'avais pris, il était élevé. C'était un setup à très forte probabilité, donc j'ai pris un risque très élevé. Donc, c'était difficile de laisser le prix, le TP il était ici, ouais, il était là. Le TP devait être touché. Donc, voilà, quand le prix il est venu quelque part là, vous voyez, quelque part ici, je savais que franchement, voilà, c'est un niveau solide, mais le montant que j'avais sur le compte faisait que je me disais, bon, c'est pas évident aussi d'être autant en profit parce que c'est H4, hein, c'est pas évident d'être autant en profit et de revenir en perte. Donc, je fais BE là, vous voyez. Et lorsque le prix revient pour une deuxième fois, il me sort et il continue, il vient taper le TP. Franchement, ça c'est arrivé le truc là, c'est juste hier, non? Avant-hier. Oui, avant-hier, et ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est à vous de voir, franchement. Moi, ce que je fais, c'est que dans certaines situations, je laisse SL ou TP. C'est bien parce que ça permet d'éviter des situations comme ça. Ça permet d'éviter des situations comme ça. Vous voyez, surtout quand le setup est solide. Il y a certains setups qui viennent de daily H4, surtout de daily. La plupart de mes setups viennent de daily. Souvent, c'est des setups très solides. Donc, quand ces setups-là arrivent, c'est pas grave de laisser SL ou TP, c'est pas grave. Mais émotionnellement, psychologiquement, c'est difficile à supporter quand tu laisses le SL ou TP que le prix vient. Il va proche du TP, vous voyez, il vient proche là, le TP n'est pas touché, il revient vous sortir en perte. Ça fait très mal. Mais si vous voulez faire SL ou TP et vous prenez en compte tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est-à-dire apprendre à positionner le TP de façon très très efficace, comme je vous l'ai montré, apprendre à positionner le stop loss de façon très très efficace, ça peut passer. Parce qu'il faut que le TP soit très logique. Quand c'est bon, vous pouvez faire SL ou TP, le set and forget. C'est-à-dire, vous mettez tout, vous oubliez la position, vous partez faire autre chose. Mais franchement, c'est très difficile de faire ça. C'est pas facile de laisser la position et de faire autre chose. C'est très, très difficile. Mais si vous arrivez à faire ça, ça peut vraiment vous aider. Mais là, il va falloir accepter les quelques moments où le prix va sérieusement en gain et revient vous sortir en stop loss. Et vous allez vous dire, j'aurais dû être là. Si j'étais là, j'aurais pu faire le BE, tout ça, tout ça. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Quel que soit le cas, quel que soit ce que vous choisissez, il y aura toujours des regrets. C'est ce qu'il faut vraiment savoir. La deuxième option, c'est de faire des BE. Vous faites BE, voilà, le prix vous sort. Vous pouvez regretter aussi comme ça arrive. Ça m'est arrivé ici. Mais voilà, on n'a pas le choix. Vous choisissez ce qui vous convient émotionnellement. C'est le plus important ici. J'espère que c'est clair. Voilà. Voilà. Avant de passer à la stratégie de trading ici, je vais vous parler d'un broker. Pourquoi? Vous pouvez remarquer que je parle rarement de broker dans mes vidéos. Mais franchement, beaucoup de personnes m'écrivent, c'est une nécessité. On ne peut pas trader sans broker. C'est obligé de trader avec un broker. On n'a pas vraiment le choix. C'est nécessaire. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me demandent quel broker tu me recommandes, tout ça. Et franchement, je me dis, si je commence à en parler dans les vidéos, ça va permettre aux gens de le voir rapidement et d'éviter de me demander tout ça. Le broker que je recommande, c'est Exness. Si vous êtes dans des pays où Exness est accessible, où Exness est utilisable, je vous recommande Exness. Pourquoi? Parce que c'est régulé et c'est sécurisé. Avec Exness, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de difficultés, de complications. Les paiements sont faits rapidement, votre argent est sécurisé. C'est régulé par plusieurs pays. Ça, c'est très important parce que
Il faut un broker où vous avez vous êtes sûr que si vous déposez votre argent, vous n'avez pas de problème. Il faut un broker où vous êtes sûr que vos positions que vous prenez vont vraiment sur les marchés. Vous voyez, au moins avec le système CFD, bien sûr. Et il faut tout ça. Et c'est pour ça que je vous recommande Exness, qui est quand même très intéressant, vous voyez, et que j'utilise. Dans la description, dans les commentaires, le deuxième lien ou troisième lien épinglé, vous allez voir un lien là-bas qui vous permet d'accéder à Exness plus facilement. Utilisez ce lien-là parce qu'il vous permettra d'être attaché à moi. Et lorsque vous avez des problèmes, ça va être réglé plus facilement. Lorsque vous avez des problèmes plus compliqués, vous pouvez me contacter. Et puisque c'est mon lien, ça va me permettre de vous aider facilement, de pouvoir le dire, ok, voilà, c'est un de mes gars, voilà, il a dit tant, et ça va se régler très rapidement. Maintenant, on va parler de stratégie de trading. Avec tout ce que vous venez d'apprendre dans cette vidéo, vous devez comprendre que une stratégie de trading maintenant, ça va être une combinaison de tout ça. Ok? Vous devez, dans tout ce qu'on a vu, faire des choix. Vous voyez? Pour le contexte de marché, qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir analyser le contexte? Vous voyez? Est-ce la structure du marché à travers la théorie de Dow? Est-ce les lignes de tendance? Est-ce les moyennes mobiles? Est-ce d'autres techniques que je n'ai pas mentionnées ici? Est-ce que vous allez utiliser à la fois ça et ça? Le plus important, c'est de choisir quelque chose et de maîtriser la chose. Ça ne sert à rien de chercher à chaque fois à utiliser d'autres techniques. Ça ne sert absolument à rien. Choisissez quelque chose et concentrez-vous là-dessus. Devenez expert dans la chose. C'est ça le plus important. Vous voyez? Pareil pour les zones d'attaque. Donc, pour tout ce qu'on vient de faire là, vous devez choisir chaque élément qui va vous permettre de pouvoir analyser ce que vous cherchez. Donc ici, vous choisissez qu'est-ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il vous faut pour les zones d'intervention, vous choisissez les supports résistance ou supply de demande, ou bien vous allez également utiliser les lignes de tendance, ou bien vous allez utiliser uniquement les supports résistance. Choisissez et concentrez-vous là-dessus. Vous voyez, les confirmations. Est-ce que vous allez utiliser les figures chartistes ou bien les chandeliers? Qu'est-ce qui vous correspond à vous? Dans quoi vous vous retrouvez plus facilement? Est-ce que ce que vous cherchez n'est même pas ici? Si c'est même pas là, cherchez et concentrez-vous là-dessus, maîtrisez la chose, vous voyez. Pour les entrées, la même chose. Pour le stop loss, le take profit, tout ça. Donc, le plus important, c'est de choisir votre combinaison d'outils qui sera nécessaire pour analyser tous les éléments qu'on a vus et de mettre en place votre stratégie à vous. Et là, maintenant, vous la vérifiez, la stratégie, et vous faites tout pour devenir expert dans la chose. La stratégie que moi j'utilise aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, je n'utilise pas il y a 1 an, pas il y a 2 ans, pas il y a 3 ans, pas il y a 4 ans. J'utilise depuis longtemps et je travaille là-dessus, je l'améliore. Tout ce que j'entends par-ci, par-là, sur les réseaux, les nouveaux concepts qui sortent par-ci, par-là, ça n'influence pas ma stratégie. Au contraire, je suis rassuré parce que je sais que ce que je fais marche. Et donc, tout ce qui m'importe moi pour ma stratégie, c'est de l'améliorer dans quel sens? C'est de l'améliorer côté gestion de position. Vous voyez, côté gestion de position. C'est surtout ce côté-là que je travaille souvent, que je modifie légèrement, et surtout aussi le côté fréquence d'opportunités, parce que c'est des opportunités qui viennent essentiellement du daily. Vous voyez, et donc c'est ce que vous avez besoin. Vous voyez. Voilà, si vous voulez aller plus loin, comme je l'ai dit, vous voulez aller plus loin, utilisez la stratégie que j'utilise, utilisez mes techniques, se faire suivre par moi. Nous avons le lien en description, le premier lien qui vous permettra de rejoindre tout mon contenu, y compris mes vidéos de formation, y compris la correction, mon suivi qui est composé de correction d'exercices, Non mais là, attendez, je vous montre. Voilà, ici, nous sommes sur notre Discord. Vous pouvez remarquer que ici, on a le plan. Quand vous cliquez ici, vous allez voir qu'il y a le plan de trading que j'utilise moi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais placer un trade sur mon compte, le plan de trading que j'utilise, la stratégie que j'utilise, elle est bien détaillée, claire, schéma par schéma, ici. Et ici, il y a des exercices où on va entraîner tous les étudiants, tous les élèves à pouvoir maîtriser le plan. C'est aussi simple que ça. Donc ici, quand vous venez dans l'onglet exercice, vous allez voir le nom. Il y a le nom de beaucoup d'élèves ici. Donc ça, c'est un élève. Ça, c'est un autre élève. Ça, c'est un autre élève. Ça, c'est un autre élève. Ainsi de suite. Chaque ligne correspond à un élève. Et chaque élève poste ses exercices dans sa ligne, en fait. Et je discute avec lui seul. Personne n'a le droit d'écrire dans le poste des autres. Vous voyez. Donc, quand on prend par exemple celui-là, il n'y a que ces discussions, lui et moi, dans ce poste-là.
Quand on prend celui-là, il n'y a que cette discussion, lui ou moi. Quand on prend celui-là, il n'y a que cette discussion, lui ou moi. C'est ça le coaching, vous voyez. Et l'objectif, c'est de les amener chacun à maîtriser la stratégie, tout simplement. Donc, quand je clique sur Romuald, par exemple, vous pouvez voir, il y a l'exercice 3, il publie l'exercice là, et il a même fait une petite vidéo. Et voilà, je fais une vidéo pour corriger l'exercice qu'il a publié. Vous voyez, ainsi de suite. Il continue l'exercice, je corrige encore, ainsi de suite. On évolue comme ça, je corrige, je progresse, je le vois progresser, tout ça, tout ça. C'est comme ça marche. Si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Vous cliquez sur le premier lien en description pour nous rejoindre, pour pouvoir faire partie de cette communauté. Voilà. Merci, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.